lors de notre conseil d'administration, nous a mis au courant de l'objet concret de notre rencontre. Il l'a fait d'une manière précise et courtoise. Il s'est beaucoup excusé. Il faudrait que moi aussi je m'excuse peut-être pour ce petit retard de 20 minutes qu'on a mis pour le début de notre réunion. Il s'agit d'au moins 10 années d'interruption à cause de malentendus difficiles à comprendre, à cause d'une tenace offensive bureaucratique menée durant de longues années contre cette institution, contre le fonds, par le secrétariat de l'UNESCO. C'est ici, dans cette même salle, qu'on a eu, au mois de février 2015, une rencontre où l'on a longuement discuté des destinées du fonds, de cette institution, du sort que le secrétariat avait voulu faire à son directeur de manière inéquitable et arbitraire, et des perspectives réelles de développement qui sont propres à cet outil, qui est un outil de grande souplesse intellectuelle. Donc il faut avoir des ambitions, mais de l'ordre des idées, et non pas des parts de marché et des petits calculs qui ne peuvent mener loin. Je pense qu'en ce sens, il est très important pour nous de partir vers une destination claire et, disons, assez élevée, assez conforme aux visées essentielles de l'UNESCO. Le premier en date à répondre aux sollicitations de soutien que le fonds faisait aux États membres sur le Venezuela, un soutien très important pour lequel je veux remercier encore une fois Madame l'ambassadeur du Venezuela, qui d'ailleurs s'est vivement préoccupée du sort du fonds et de l'emploi que ces appuis ont pu trouver de longue année. Et c'est dans cet esprit que nous essayons de nous rendre des comptes. C'est ça un devoir de minime d'essence et rigueur déontologique d'une institution comme le. Je voudrais vous parler donc dans cet ordre d'idée, sans trop de développement, de ce besoin de regarder vers l'avenir, comme l'a très bien dit notre ami l'ambassadeur Yaye, mais en même temps de ne pas oublier une certaine mémoire institutionnelle. Nous fûmes investis, moi comme président d'intérim du comité exécutif, l'ambassadeur Yaye comme président d'intérim du conseil d'administration par le professeur MS. Et je pense que nous lui devons une bonne reconnaissance qui se passait dans une atmosphère saine et loyale, parce que c'est lui qui a su dès le début ne pas se fier aux manœuvres exercées à cette époque déjà le secrétariat, et qui a défendu l'autonomie du Fonds international pour la promotion de la culture. Je veux simplement vous rappeler que le programme du Fonds, dont il y a quelques témoignages ici devant vous, s'est illustré par des travaux qui n'étaient nullement frappés de platitudes bureaucratiques. Il y avait par exemple, même avant que M. Kiflé Sélassié soit désigné comme directeur,
il y avait des réalisations où il s'était mis, disons, pleinement en action, qui constitue comme une sorte de dot personnel qu'il faisait à l'organisation. Surtout, ce beau bouquin sur Rimbaud, c'est un itinéraire de Rimbaud à travers la Méditerranée jusqu'à l'Éthiopie, et qui menait sur les traces de la grande poésie, de la poésie la plus révolutionnaire du XIXe siècle. Ce fut le cas aussi pour une autre expédition, si vous voulez, initiée par l'UNESCO et soutenue par le Fonds. C'était sur la trace des manuscrits de Stendhal, refaire la campagne en Russie de 1812. Donc, ça continue avec des moments d'hommage. Celui autour de Césaire, peut-être le plus grand poète de langue française que l'on a aujourd'hui. Vous savez, l'exclamation de vitesse à Avignon lorsqu'on a donné une pièce de Césaire, il disait, voilà, on a un Shakespeare et il est noir. Et bon, ce nouveau Shakespeare, qui était un homme de douceur et de gentillesse parfaite, nous a reçus en tant que représentant du directeur général. Nous sommes allés pour lui donner la médaille Picasso. Et il s'est penché avec un intérêt vraiment remarquable sur un poème de Kiflé et évoquait le destin millénaire de son Éthiopie. Césaire représente une conscience aiguë de ce qui est identité et en même temps volonté de ne pas se renfermer dans une condition d'île isolée du besoin le plus large des gens. Universalité et en même temps sensibilité pour ce qui est conflit. Bien sûr, tout ça devait être continué sur des traces et dans le sillage de ces promesses. À Sarajevo, par exemple, nous avons mis en mouvement un grand projet de musée d'art contemporain, et c'était Renzo Piano, l'architecte de Beaubourg, qui s'en est chargé. On avait même l'assurance d'un financement, mais bien sûr, il fallait que les choses soient en clarté ici à l'UNESCO pour que de tels projets puissent avancer. Une autre grande initiative concernant les devoirs de l'UNESCO envers le multilinguisme dont parlait notre ami, c'était embarquer sur une navette spatiale qui s'appelle Keo, à laquelle on travaille, on la prépare, d'embarquer des échantillons de toutes les langues et des expressions écrites et parlées de toutes les langues du monde, dont, comme vous savez, quelques-unes sont gravement menacées. Je pense que donc de telles idées, avec votre appui, pourraient être développées. Je veux faire un bilan complet, mais c'était pour vous dire que voilà, il s'agit non seulement de conformité avec une sorte de régularité juridique que nous essayons de mettre les choses au point, mais pour nous conformer à une vocation plus profonde, celle d'oser des projets qui soient vraiment ambitieux d'un point de vue humaniste, d'une intellectualité vraiment riche. Et lorsque je dis humaniste, je m'oblige de penser encore une fois à cette belle promesse de notre directeur général qui parlait maintes fois de ce que serait pour nous un nouvel humanisme. Merci. Merci, Excellence. Je vais passer la parole à M. Kiflé. Je voudrais ici lever une ambiguïté
M. Kiflé a été nommé, je crois, en 98-99, directeur du fonds. Il a été, de façon inélégante et illégale, de toute façon, relevé de ses fonctions par l'ancien directeur général. Il n'est pas ici en train de défendre, de plaider pour sa cause, parce qu'il a un cas avec l'administration qui suit son cours. Cela, nous ne regarde pas. Nous ne sommes pas là pour cela. Mais son témoignage est absolument important. Et étant donné que nous considérons qu'il est membre du conseil d'administration. Donc, pour que je sais que cette maison est un moulin à rumeurs, qu'on ne dise pas qu'on a convoqué une réunion pour défendre telle ou telle personne. Mais clair, j'avais parlé au début de transparence, que ce n'est pas d'un cas qu'il s'agit, encore que son cas doit être résolu, mais ça suit son chemin. Mais il est ici pour témoigner, et son témoignage est très important. Vous avez la parole, monsieur le directeur. Je vous remercie, monsieur le président du conseil d'administration du Fonds international pour la promotion de la culture. Et en ce qui me concerne, ce n'est nullement en tant que Kiflé que je parle ici, mais en tant que directeur du fonds. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un cas personnel qui est soulevé pour vous amener, vous apporter les clarifications que vous avez annoncées dans la lettre d'invitation pour qu'il y ait une possibilité à ceux à l'égard desquels nous sommes obligés, c'est-à-dire vous, les États membres qui avaient contribué aux ressources du fonds, parce que conformément au statut adopté par la conférence générale en 1974 et même amendé, que vous avez dans le document 35C5, il est indiqué qu'il y a un rapport que le directeur général doit soumettre aux pays ayant apporté des contributions et également aux personnes et institutions privées qui en ont fait de même. C'est parce qu'il y avait eu cette lacune qu'au cours de la 182e session du Conseil exécutif, à la veille de la 35e session de la conférence générale, la résolution que vous avez mentionnée, monsieur le président, à savoir celle qui a écarté les propositions présentées par le secrétariat en vue de l'amendement des statuts du fonds, a été arrêtée parce que cette obligation de l'article 9 n'avait pas été remplie. À savoir, il ne vous avait pas fait été rapport. C'est donc, après 10 ans, avec tout le sérieux dont on peut faire preuve, la première des obligations de vous dire, tout au moins pour la période durant laquelle nous avons, en ce qui me concerne en tant que directeur, assumé les responsabilités, ce qui a été fait. Et beaucoup de ce qui a été fait, au lieu de dire des paroles, M. l'ambassadeur d'Anna Lucas a énuméré quels sont ces programmes. Vous les avez sur la table et au demeurant, on vous distribuera en du temps, dans les 2 langues de travail à tout le moins, en français et en anglais, ce qui a été concrètement fait et non pas théorisé. Il n'y a rien d'aussi simple que la structure du fonds, que j'insiste, la bureaucratie a à dessein obscurci pour qu'on l'arbre ne vous cache pas la forêt. Il faut que vous compreniez que le fonds n'est rien d'autre qu'une petite UNESCO dans l'UNESCO. Il comprend un conseil d'administration composé de 15 personnalités nommées Intuiti Personae, dont vous avez 2 d'entre eux ici, dont le mandat est de 4 ans, selon l'article 5 des statuts du fonds, est immédiatement renouvelable. Quand j'ai été nommé pour diriger le fonds, j'ai présenté une étude qui s'appuie, à vous, monsieur le président, qui est césarien, sur le point de départ à partir duquel on partait. C'est le document 18C qui vous a été distribué. Pour que ceux d'entre vous qui ne parlaient que l'anglais ne soient pas frustrés, permettez-moi d'expliciter ces 3 composantes en anglais. The ruling body of the IFPC, this is Administrative Council composed
of personalities named intuiti personae. That is to say that Ambassador Yai is not here as the ambassador of Benin, but he is here as the chairman of the Administrative Council. Similarly with Ambassador Howlett. This council, before an illegally introduced amendment in 203, takes into account that the Administrative Council meets once each 2 years, just like the General Conference. The Executive Committee of the board, just like your Executive Board of UNESCO, is meeting twice yearly. And the director is responsible not to the Director General in his activity as director, but to the Administrative Council. At all meetings of the fund, the Director General can participate or can be represented to participate at those meetings, but with no right to vote. This is reinforced because when the fund was conceived, and this has not been clearly stated in the previous meetings you have been attending, the example, the model on which the IFPC was established was, if we take the 18.3 document that we have distributed to you, the model is the International Institute of Educational Planning, or the BIE, or the OIC. There are a lot of autonomous bodies within UNESCO. I challenge anyone to question that, because the statute is making the autonomy of the fund your autonomy, Mr. Chairman, your autonomy, Mr. Chairman of the committee, entirely guaranteed, because the director of the fund himself is not paid on the regular budget of UNESCO. He has been paid up to the moment I was the director from the interest occurring from the fund. That is to say, there is an obligation for the director of the fund, just like in any private group, to make sure that by the end of the day, he will have the necessary, not only salary, but the staff also is paid on the same amount, and your meeting, the Administrative Council meeting, is also covered by the fund. In short, it is the most autonomous body that exists within UNESCO. When I was appointed in May 1999, the Director General had asked me to prepare two basic documents. One, how to relaunch it, just like we're trying to do now, because for the last 4 years before my appointment, the Administrative Council was going in all sorts of directions. So I was given a 6-month period to propose the name of people who are very aware of what is UNESCO, what is the UN, and what are the substance on which UNESCO and the United Nations system is working. Environmental issue, women equality, and the priority to be given through concrete programs containing a cultural dimension. The Director General, in appointing me, had made absolutely clear that the fund from that moment on should be placed under the authority of the Director General. It is not a fund to be located in this sector or in that sector. It is a fund that is supposed to give a cultural dimension to education, to science, to social science, and of course to culture. When it comes to culture, the axis of our intervention is artistic creation. Not only artistic creation for individual artists, but also in member states, institutions. That is why it is clearly stipulated in Article 5, paragraph B, that the major responsibility of the fund is to initiate innovative programs in partnership with the private sector also. This is very fundamental. When she was elected, our Director General had made it absolutely clear
that it is the partnership with the private sector that should be the guiding principle. In UNESCO, it is only the fund that is initially conceived to that goal. Thank you very much. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir réuni et je remercie vos deux amis d'avoir fait un peu un relevé rapide et les dernières années nous avoir donné certaines explications. Moi, j'ai reçu un papier disant que l'objective of the meeting is to give an account of the funds IFPC present situation. Et j'ai reçu un papier me donnant les contributions et les recettes de l'organisation, enfin, du fonds depuis 25 ans. Et je n'ai pas reçu, c'est peut-être une erreur, il faudrait me le dire, l'état des dépenses, comment l'utilisation de ces 15 millions de dollars, si je comprends bien, ont été utilisés pendant ces 25 dernières années. Mais je ne vois pas comment nous pouvons aller directement à give an account of funds IFPC present situation si on n'a que les recettes et qu'on n'a pas l'utilisation. Voilà mon point. Merci. Moi j'allais en fait dans le même sens. Et j'ai plusieurs observations et je m'excuse, c'est vraiment, je ne suis pas tout à fait au courant par rapport au sujet. Alors, je pense que c'est un petit peu ambigu pour pas mal d'entre nous. En fait, je vois le tableau que tu communiqué s'arrête jusqu'à 99. De 99 jusqu'à aujourd'hui, au niveau de le fond, l'argent qui reste, c'est tout à fait combien, et par rapport à l'intérêt, etc., à cette information qu'on nous demande que ce soit aussi communiqué. Par la suite, ce qui concerne le membre de conseil, dans le texte, c'est 15 membres. C'est toujours le conseil qui était valable en 2002, 2006, qui voilà, on va continuer pour aujourd'hui, ou un autre membre de conseil. Moi, j'aurais bien aimé avoir une liste de membres de conseil actuels. Et ça, c'est en deuxième question. Troisième question, ce qui concerne l'étape suivante, et vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, c'est quoi l'étape suivante? On est aujourd'hui et par la suite. C'est exactement ce qu'on demande, nous allons faire par la suite. Et dernière question, moi je demande à comprendre pourquoi ce fonds ça a été gelé pendant plus de 10 ans. On parle toujours de l'importance de la culture, on parle toujours le rôle de l'UNESCO au sein des autres agences des Nations Unies et l'importance de renforcer la culture. Il a eu les objectifs millénaires cette année et le directeur général avec le secrétariat ont essayé d'introduire le développement, l'aspect de culture dans le développement. Et je demande à comprendre pourquoi pendant 10 ans, ça a été complètement gelé, il a eu pas mal Et je l'ai dit très succinctement, parce que je ne veux pas qu'on s'éteigne sur le passé, que il me semble, la réalité c'est que le secrétariat, l'administration précédente, a violé les statuts du fonds. Il ne s'agirait de moins que de cela. A violé l'autonomie du fonds. D'abord en ne consultant pas son conseil d'administration pour enlever le directeur du fonds et en nommer une autre, en ramenant le fonds au secrétariat, donc en faisant fi de son autonomie. C'est donc, vous savez, monsieur l'ambassadeur, la raison pour laquelle vous n'avez pas les comptes au-delà de 99. Parce que nous, enfin, en tout cas, ce conseil d'administration n'était plus responsable de ces fonds, puisque ces fonds ont été déplacés au sein du secrétariat par la violation de l'autonomie. La justice est réelle. Mais, monsieur le Président, excusez-moi. Oui. Je ne vais pas insister dessus parce que je voulais voir l'avenir, mais pour voir l'avenir, c'est de savoir où nous en sommes. Nous avons vu les recettes pendant les 25 dernières années, on n'a pas les dépenses, c'est la balance existante aujourd'hui. C'est la moindre petite comptabilité de n'importe quelle petite organisation. C'est que nous sachions qu'est-ce qu'il y a là aujourd'hui au fond. Est-ce que ce chiffre-là est dans 15 millions de dollars
Ou alors c'est moins les dépenses, quelles sont les dépenses et combien il y a à la disposition. Je crois que c'est le BABA de la comptabilité, avec tout le respect que je vous donne. Monsieur l'ambassadeur, votre question est absolument pertinente. Quand vous venez d'arriver, vous n'êtes peut-être pas au courant de ce qui a été fait, bien ou mal, par le secrétariat pendant des années où nous n'avons pas assumé la responsabilité. Toujours est-il que, à la suite de la décision 182X33 qui figure dans ce document qui vous a été distribué, il est à la page 3, il a été demandé, votre question, en disant, puis le directeur général de lui présenter pour examen à sa 184e session, c'est-à-dire au mois d'avril 2010, un rapport détaillé, y compris un état financier sur la gestion et l'administration du SUDC. Vous constatez que ce document, cette décision du Conseil exécutif, prise pendant que vous avez été le président, quand elle a été présentée à la conférence générale, c'est la première page, c'est la résolution 35C4, qui se trouve dans le document 35C57. Cette résolution, vous constatez qu'il s'est passé une chose étrange, elle a enlevé la partie qui dit un compte détaillé doit être présenté. Il l'a enlevé. Est-ce que le secrétariat peut retoucher même une virgule à une décision du Conseil exécutif quand il le présente à la conférence générale? Je voulais méditer cela. Ça, il appartient aux organes directeurs de l'assumer. Mais pour vous, État contributeur, nous avons le devoir, et l'honnêteté intellectuelle aussi, de vous dire que parce que cet élément d'information faisait défaut, à la 184e session du Conseil exécutif, en avril 2010, il a été autorisé, parce que le secrétariat n'avait pas fait d'inspection interne à l'IOS, d'accorder 50 000 $ des ressources du fonds pour qu'un audit soit effectué par l'auditeur externe. Cet audit a été présenté à la 185e session. Les termes de référence de cet audit ont été signalés par le président du conseil d'administration à l'auditeur externe qui demandait un examen juridique, éthique, un examen complet conformément aux responsabilités qui incombaient au conseil d'administration du fonds. Cette demande a été renforcée par le président du comité qui a écrit la même chose, et nous avons finalement un document qui nous a été présenté à la 185e session. C'est vous dire, monsieur l'ambassadeur, que le secrétariat a présenté à la 184e session un bilan comptable sans qu'il n'y ait, comme vous le demandez, d'un côté des recettes, de l'autre côté des dépenses. Il détaille l'ensemble des projets et nous l'avons pris de bonne foi comme étant, parce que nous ne suspectons pas et nous ne suspecterons jamais ni l'actuel secrétariat en la personne de son directeur général, ni le précédent, ni même le précédent. Nous avons pris de bonne foi, alors que seuls le directeur et le conseil d'administration sont habilités à se prononcer sur ce document. Il a été présenté au conseil exécutif à la 185e session sans que nous ne l'ayons vu au préalable pour que nous le détaillions au conseil exécutif, non pas à son bureau seulement, mais à l'ensemble du conseil exécutif. C'est à cause de cela que le groupe d'experts, vous familiarisez à cela, de questions financières et administratives, a eu un très long débat. La commission mixte programme FX aussi a eu un trop long débat sur la question que vous avez posée. Le résultat final, c'est que le document qui a été présenté à la dernière session du Conseil exécutif en octobre a amené la directrice générale à nous dire, en toute honnêteté, qu'il n'avait pas été mis au courant des données, des débats qui se sont donnés là à la commission financière et administrative, et même à la commission mixte, de telle sorte que le document que vous avez adopté, Madame la vice-présidente du Conseil, était uniquement un constat qui avait 3 rapports de la Cour des comptes, dont sur le fond, et que vous en avez pris note. Mais aucune, je répète, aucune décision
n'a été prise au cours de cette réunion. Aucune décision. Je laisse donc la bonne foi du secrétariat quant à l'authenticité du document 184 EX-INF6 qui répond à votre question, vous l'avez reconsidéré. Mais le conseil d'administration ne l'a pas examiné, ne peut pas authentifier sa véracité ou non. Tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'il s'agissait au mieux d'un bilan comptable et non pas d'un audit réel. C'est pour cela qu'on a fait appel à l'auditeur externe. Ce que l'auditeur externe a fait aussi n'a pas été soumis à l'appréciation du conseil d'administration. Il n'a même pas été soumis pour qu'il en débatte et prenne position en connaissance de cause au conseil exécutif. Or, c'est le conseil exécutif, sous injonction de la conférence générale, qui avait demandé que ce rapport soit fait. Monsieur l'ambassadeur Yaye, en tant que président du conseil d'administration, est intervenu au cours de cette réunion pour dire qu'il n'est pas sérieux de présenter, en s'appuyant sur le rapport de la Cour des comptes, des amendements au statut du fonds préparés par une jeune stagiaire de 27 ans, c'est le rapport de la Cour des comptes qui nous l'apprend, qui par la suite a été recrutée. Tout ce débat que vous avez eu, compris à la conférence générale, en vue de l'examen de ces statuts, a été préparé par cette personne. Et à aucun moment, je le ferai quand vous me donnerez à nouveau la parole, même la plus brève des commentaires relatifs au statut, qui sont absolument l'assassinat programmé du fonds qui vous a été présenté. Mais l'occasion qui nous est donnée nous permet, et c'est là, je suis tout à fait d'accord, de tirer très rapidement les leçons de ça, parce que même sur la composition des actuels membres du conseil que monsieur l'ambassadeur d'Égypte a demandé, il nous a été dit qu'il a été suspendu. Qui peut suspendre? Ça n'a pas été posé comme question. On nous a dit vaguement que lors de l'adoption du 34C5, il aurait été donné la possibilité d'examiner les différents fonds qui créeraient des synergies. Mais même le directeur général n'a pas le droit de disposer des statuts adoptés par la conférence générale avant qu'elles ne soient changées. Moi, je pense celles qui nous ont été présentées. Celles-ci nous lient. Or, ce qu'on vous demandait de faire et que vous avez eu le mérite en tant qu'organe de faire, en tant que membre du conseil exécutif, de rejeter, c'est que nous voulons qu'il y ait des éléments très précis qui puissent nous permettre d'aller de l'avant autour de programmes concrets. Donc, il faut qu'on fasse en ordre le passé et que chacun soit à sa place. La responsabilité des propositions relatives à ce qui doit être fait appartiennent au conseil d'administration. Je suis heureux d'apprendre par l'intermédiaire du président que la directrice générale, au vu même de l'orientation qui est la sienne, est tout à fait disposée à nous entendre. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous entende, et à cette fin, nous avons signé, vous avez signé, le président du comité a signé, 5 des contributeurs les plus importants, des ambassadeurs, ont signé un aide-mémoire qui a été adressé 8 décembre à la directrice générale pour demander une telle audience. Je tiens à ce qu'on le renouvelle avec votre appui, parce que je pense que les éléments d'information dont elle doit disposer pour voir dans quelle direction nous allons ne lui ont pas été transmis de manière complète. Je le répète, et comme c'est enregistré, j'assume la responsabilité de ce que j'ai dit en tant que député. Merci. L'exercice présent consiste à vous demander, dire un peu ce qui s'est passé il y a 5-10 années. On va donner la parole au secrétariat pour qu'il complète. Et à dire, bon, que faire à partir de maintenant pour revitaliser? C'est cela. Le secrétariat souhaite peut-être parler, répondre aux questions que vous avez par Maurice et l'Égypte. Thank you very much, Ambassador Yaye. I would like to say that you have invited the Director General to this information meeting, and she has asked me to represent her as an expression of the goodwill that she has communicated to you in the meeting that we had just a week ago, to find, jointly with the Member States, the best solution to bring to the next board. I must also say that she was a bit surprised because in the meeting a week ago you did not announce this
information meeting. It was announced only the day after, or 2 days after, and she was a bit surprised because this information meeting was not foreseen in the process that the Secretariat is actually conducting. As you know, the Executive Board has asked the Secretariat to conduct consultations with the Member States in order to present proposals to the Board. This is the only process that we are undertaking. I think that this meeting is very useful because it anticipates a lot of the issues and allows the Secretariat to know what the Member States know. So as an information meeting, we accept it. I think it's good that we face the issues. But the only process that has been established, let me make it very clear, that by the Executive Board in the FA Commission, gives the Secretariat the task of consulting the Member States, then formulating proposals to the next Executive Board. So in this respect, I think it would be useful for us to complement some of the information that were provided by the members of this meeting. In one thing, I think that there is a document that has not been given enough evidence. Is the audit of the fund. This is the only document that we have to look at the moment because it is the document that the Executive Board will consider. You probably don't know it because if you knew it, you would have all the figures that you were asking are here, all the revenues, and in fact, many other very interesting, important, I would say, very guiding valuation on the future of the fund are on this document. So I would say that we start from this document. This is a point of no return in the consideration of the future of the fund. It is an audit of the external auditor. It's a document that has been transmitted by the external auditor on request of the board to the board, that the board has discussed. This is what we had to look at. The other stories are, part of the history of the fund, but they're not part of the future. So we will propose the following. Of course, we are listening to everybody. We will conduct consultations in the coming months. We will listen to all of you. This is very important that we have a full, transparent process. And then the Secretary, the Director General, will come up with proposals in order to define the future of the fund. Then obviously the decision on the future of the fund stays with the Executive Board. I think this is very clear, and it was very clear, and I think we discussed it the other day with the Director General. So I'd like to say that it's useful that we have this exchange, but it is the process that has been established is the one that I just described. I think this is all I have to say in a way, and we will continue, of course, meeting and discussing with you because you are the donors, you are people that have acquired experience in this, and the Director General wants to find a very harmonic outcome of this process, but at the same time, she wants a full legality of the process. I think that's the word that she used with you, and you accepted this proposition. So I think that we are all agreed there has to be a legal process with full legality and a process that follows what the Executive Board has asked us to do. Yes, vous avez entendu ce que reste dit. I must not correct but compliment one vital aspect. When you were, the recommendation we have, number 3 of the operative part of the resolution of the General Assembly says that delegate to the Executive Board the authority to consider and possibly adopt amendments, taking into consideration the recommendations of the Administrative Council of the IPC. This is very important. Now, I did not announce that this meeting to the DG when I met her, because at the time I did not decide to have it. But after I talked to her, in all autonomy, because this is an autonomous body, I don't have to ask for permission. But what the board has to do is to
to advise on the meeting, but we don't have to ask for her permission. This is an autonomous body. If we want to talk to donor countries, we can take the initiative. And what I did advise her that this meeting will take place today, but I did not tell her at the time because I didn't want to do that. I have not taken that decision. So, but being known clearly that this is an autonomous body, we don't take instruction from the Secretariat. We can take an initiative, including initiative to talk to donor countries, and this is precisely what this council, Administrative Council did. Yes. I just wanted to make clear, so that there's no misapprehension, that I believe that, if I'm not mistaken, membership in the council has not been renewed since the year 2007, is it, or 2003? So for the council to be operative, again, the Director General would have to appoint new members of the council. Because under the statutes of the council, the fund is administered by a council consisting of 15 members that have to be appointed for a period of 4 years and are re-eligible. And I think that process ended, it's been frozen since 2007. I just wanted to bring this for clarification of the members. Thank you, Mr. Chairman. Je pense que c'est très bien que ces séances aient lieu en présence des représentants du secrétariat. Parce que nous voulons absolument travailler en toute transparence. Monsieur le représentant de la directrice générale, qui a parlé le premier, a dit que l'exécutif, le conseil exécutif, a donné mandat au secrétariat de présenter les amendements. Nous venons de lire la résolution de la conférence générale qui stipule en toute clarté, en excluant le secrétariat, le paragraphe que nous a lu le président du conseil d'administration. Le point 3 dit que la conférence générale délègue au conseil exécutif le pouvoir d'examiner, éventuellement d'adopter les amendements des statuts du Fonds international pour la promotion de la culture en tenant compte des recommandations du conseil d'administration du FIPC et non pas du secrétariat. Par conséquent, il ne faut pas faire dire au texte des choses qu'ils n'ont pas dites. Et là. Deuxièmement, effectivement, depuis 2007, le document 182 EX33 qui a été présenté avant la conférence générale qui a élu la nouvelle directrice générale, et Dieu sait si les États membres avaient d'autres préoccupations à ce moment-là, stipulait tout simplement que l'ensemble des amendements qui vous sont présentés, et notamment celles qui suppriment en entier l'autonomie du fonds, celles qui enlèvent complètement le conseil, le comité exécutif, sans aucune consultation des membres du conseil d'administration, a été proposée. Et comme monsieur le représentant de la directrice générale nous a donné l'occasion de dire que le document sur lequel nous devons nous appuyer est le rapport du commissaire externe, ce rapport ne nous lie en rien. Ce rapport a été nécessaire parce que le secrétariat auquel on l'avait demandé ne s'était pas acquitté de sa tâche. Ce qui fait que 50 000 $ ont été dépensés pour que ce rapport soit fait. Mais une fois qu'il a été fait, ça ne remplace pas le fait que la conférence générale a donné au conseil d'administration ce mandat. Quant au fait que le conseil d'administration n'existe pas depuis 2007, ben le secrétariat, comme on dit en droit, le mémoire du tout, qu'il nous soit une vacances. Que le secrétariat invoque sa propre turpitude. C'est à lui qui a décidé, sans en refaire le conseil d'administration et le conseil exécutif, de suspendre, en plein dans le mandat, des membres du conseil d'administration qui devaient être renouvelés et d'autres nouveaux qui avaient été nommés. Merci. L'Égypte. Oui, merci Monsieur le Président. C'est juste en fait quelques réflexions par rapport à ce qui a été mentionné de la part du secrétariat. Et en fait, on est bien d'accord que les membres du conseil sont 15, ça a été désigné en 99
par le directeur général. Mais si je recule un petit peu en fait en avant, il y avait deux autres organes qui étaient aussi mentionnés pour gérer ce fonds en 2001-2003. Et en même temps, en fait, ils disent dans le rapport, et là, moi, je recule un petit peu ce qui a été mentionné dans le document 18C, en fait, c'est le document de conférence générale en 1994, suite à l'établissement de ce fonds. Alors, et on dit que ça a été suspendu en 2006. Alors, ça veut dire, en fait, pour l'instant, on ne dit pas que ça a été suspendu par qui, mais apparemment, ça doit être le directeur général aussi, je suppose. Et dans ce sens-là, en fait, ce qui nous a vendu, c'est toujours une désignation de la part de la directrice générale. C'est le conseil exécutif aussi qui doit intervenir, regardant en fait qu'à la base, c'était des autres organes qui géraient ce fonds aussi. Alors ça, c'est mon premier point. Alors, je pense que le conseiller juridique pourra répondre là-dessus. Et deuxième point, d'ici jusqu'à en fait, les désignations de ce conseil, nous devons faire quoi? Ce sera examiné par le conseil exécutif ou ça veut dire quoi? Et dans le sens là, en fait, la dernière décision de la part du conseil exécutif qui en fait qui délègue le conseil de fonds pour examiner le texte de ce fonds. De point de vue légal, ça se passe comment? Parce que le conseil n'existe pas. I have just a question. For me, it's not clear. As far as the legitimacy of the 15 members is concerned, you said that you referred to the decision of the General Conference, the 35th General Conference, 2009, yes? But as far as I heard, the members of your council have been suspended before that. So, and now I understand that your director is trying to convince us that because of the decision of the General Conference, the 15 members council is legitimate, but it has been already before the membership has been changed. Some of the members, as I heard, as I understand, have been already dismissed. So how can we talk about a legitimate body with no legitimate, maybe I'm wrong, but as I understand from the discussion, with no legitimate membership? Il est question de savoir qui a autorité pour nommer ou pour suspendre un conseil d'administration. Et lorsque la conférence générale, qui est l'organe suprême de notre organisation, a décidé que le conseil doit proposer des tests avec le conseil d'administration, n'est-ce pas là une reconnaissance clairement exprimée de la légalité du conseil d'administration? Je m'étonne, madame la conseillère juridique, que vous raisonnez de la façon de vous raisonner, que vous étiez à la conférence générale. Que n'avez-vous pas fait cette remarque si vraiment vous croyez que le conseil d'administration avait été légalement, que l'administration avait, en toute légalité, disposé du conseil d'administration? Quant à moi, monsieur l'ambassadeur, je ne fais aucun doute qu'il a été nommé in tutti personnel jusqu'à ce que la conférence générale autorise la nouvelle directrice générale à nommer d'autres membres. J'estime que tous les membres du conseil d'administration sont dans le droit le plus absolu, comme membres du conseil d'administration. Bien sûr, il faut savoir quels sont les rapports entre le fonds et l'ensemble de l'ESCO. Rapport de contenu, de programme, et puis rapport financier. Pour les rapports de contenu, ce que vous a répété maintenant le président Yaye doit vous rester très clair. Nous avons été tous les membres du conseil d'administration nommés à titre personnel.
vu une certaine notoriété internationale et une connaissance vérifiée des agences et des organismes des Nations Unies. Nous étions donc redevables envers le directeur général et non envers tel ou tel secteur de l'UNESCO. Ce qu'on a voulu, parce que dans cette bataille du secrétariat contre le fonds, c'était ça, la véritable, comment dirais-je, méthode qui a été employée, de réduire l'autonomie du fonds pour en faire une dépendance d'un secteur de la culture. Or, moi je l'ai dit ouvertement devant le directeur général Matsuura, on était censé de servir la culture à ce niveau-là et pas comme conseiller de Madame Del Corral, qui était à l'époque directeur du secteur de la culture, et qui n'avait pas le niveau qui aurait été nécessaire pour une telle œuvre de culture. Et ce qu'on a eu dans les mêlées qu'on a eu avant que le secrétariat déclare qu'on a suspendu le conseil, prouvait ce manque de compréhension de leur part de tout ce qui est spécificité culturelle du fonds. Depuis le fonctionnement, par exemple, on est venu la première fois avec des propositions d'amendement. La première était, voilà, le fonds soutient les cultures nationales, on buffet national. Alors on veut faire du multilatéral sans souci pour les cultures nationales. Vous voyez le vide intellectuel de ça. Et puis, les propositions qu'on nous faisait, un système de galerie d'art, un système d'édition, c'était toutes choses sans aucun fondement et sans aucune chance pragmatique, parce que nous ne sommes pas implantés l'UNESCO dans le marché de l'art. Je suis président de l'association des critiques d'art, j'en sais quelque chose. On ne peut pas s'improviser d'un jour à l'autre et entrer dans le circuit. C'est de dépenser comme ça de l'argent dans le vide, vous voyez. C'était un grand vide pour dire que voilà, nous sommes actifs. Or, c'était vraiment un grand, je pense, une absence de rigueur intellectuelle. Et c'est pour cela que le vague a suivi ces années fertiles dont je vous ai donné des chances. Et ça aussi, c'est accompagné de la confusion dans les comptes. On a eu par exemple une histoire avec la Suède. La Suède avait donné pour un montant de $100 000 une contribution pour le fonds. Et de manière légitime, le président de la Commission nationale, qui avait été notre collègue dans le Conseil exécutif, me demandait un éclaircissement. On a écrit plusieurs fois au secrétariat. Je me suis adressé au directeur général de l'époque. Et finalement, on nous a dit, eh oui, cet argent est entré dans un autre compte, quelque part. Et c'était ça le danger, parce que jeter le fonds dans ce sac informe de tel ou tel secteur, c'était ne pas avoir une clarté, ne pouvoir apurer les comptes. Parce que lorsque la Suède donne cet argent, elle le donne pour quelque chose de précis, pas pour soutenir des mondanités touristiques, tel voyage ou tel voyage, tel fonctionnaire. C'est ça le problème. Et en ce qui nous concerne, je pense que l'autonomie n'est pas un vain mot. C'est une chose, une fidélité au programme essentiel de ce fonds et qui amène de manière naturelle une clarté aussi dans l'organisation financière. Tout à fait. Merci. Écoutez, je ne voudrais pas que cette réunion déraille. Nous ne sommes pas venus ici pour dialoguer les questions de légitimité avec le secrétariat. Si je pensais que je n'étais pas un président légitime, je n'aurais pas convoqué cette réunion. Donc, je ne voudrais pas que ce soit un dialogue. Je voudrais que les États membres qui ont donné de l'argent au fonds s'expriment
nous dire ce qu'ils entendent faire au fond. C'est le mandat que nous avons reçu de la conférence générale, qu'on ne nous divertisse pas. Bon, je crois que pour la question de légitimité, je n'ai pas l'intention de revenir là-dessus. Et si quelqu'un doute de la légitimité de ce conseil, eh bien, qui nous défie, et on va se défendre. Pour le moment, nous allons plutôt laisser la parole aux résultats. Oui, Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que nous avons gaspillé beaucoup de temps pour pouvoir déjà discuter la dernière session du Conseil exécutif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous croyons qu'il y a une bonne volonté de la directrice générale afin de réactiver le fonds. Troisième chose, regardons pour l'avenir. Travaillons pour l'avenir. Et puis je vais demander une dernière question. Pourquoi les 4 caméras ici il y a 1, 2, 3, 4 caméras dans cette petite salle. Je lui demande. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. La Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins ce que vient de dire mon collègue du Koweït, parce que plus on explique, plus moi je suis dans la confusion. Et je pensais qu'on était venu ici pour relancer. Donc nous ne sommes pas dans la légitimité, mais il y a des lacunes. Il y a des lacunes profondes. On exclut un président, on relève un président, on ne le remplace pas. Vous prenez vos responsabilités, faites-nous avancer maintenant. Je crois que c'est pour ça que nous sommes venus. Nous voulons savoir ce que nous allons faire du fond. Est-ce que, parce que quand vous lisez les textes, tel conseil exécutif, telle conférence générale, les textes ne sont pas toujours, les points de vue ne sont pas toujours en accord. Comment faire pour que, parce que quand vous avez relevé, Monsieur le Président, vous avez parlé de certains points, moi je suis dans la confusion. J'avoue que je suis dans la confusion et je souhaiterais que très clairement on nous dise ce qu'on va faire puisque vous estimez que vous êtes légitime. Alors avec cette légitimité, je souhaite que nous avancions et que nous voyons clair dans l'avenir. Merci Monsieur le Président. Merci Madame. C'est ce que j'avais dit au début, que je souhaite que nous... D'abord, je crois que j'ai vu dans ce que la directrice générale a dit, une nouvelle disposition de ce qu'il voulait dire clairement qu'elle avait 3 axes. Nous écouter, nous qui sommes ici, et mettre en œuvre les décisions du Conseil et être sur une base de légalité, un sol légal ferme. Je prends à témoin l'ADG qui est là. Bon, sur cette base, échangeons pour sortir d'ici avec, comme j'ai dit, une motion d'orientation, de propositions, de recommandations que moi, je puisse moi amener à la direction générale et qu'avec un conseil d'administration élargi, je puisse aussi formuler un texte qui va être présenté conjointement avec le secrétariat au conseil exécutif comme on l'a demandé. Là, je crois que la voie est toute tracée. Il ne faut pas qu'on nous divertisse. Donc, parlons de nous, comment nous estimons qu'il faut projeter le fonds dans le futur. Qui demande la parole? Vous pouvez avoir vu Madame Venezuela. D'abord, je voudrais remercier, pas seulement pour cette réunion, mais pour avoir résisté pendant plusieurs années dans la tâche de défendre les fonds que les pays membres de cette organisation ont apporté dans ce moment, dans le moment d'avoir créé le Fonds international de la promotion de la culture. Et même si on doit laisser les passés derrière, et il faut quand même prendre quelques leçons. Et on a demandé toujours une période de transition, une période pour savoir ce qui s'est passé, pour que ça ne passe plus. Ça, c'est très important. Il faut dire, c'est fini, mais on va recommencer. Quand j'ai écouté le distingué délégué ambassadeur Zhao Zhao de la Côte d'Ivoire, je suis pensé à la même chose. Vraiment, ce n'est pas un problème de légitimité. Tout ceci ont la légitimité.
même pour la façon qu'ils sont défendus nos intérêts, ça lui donne déjà raison. Je prends toujours quelques exemples par rapport à la juridicité et l'éthique. Il faut respecter les normes, il faut respecter les lois, mais d'abord l'éthique, c'est le plus important. Je pense qu'ici, il y a eu des choses anormales. On ne peut pas dire que ce sont illégales, irrégulières, contre la norme, mais c'est quelque chose qu'on va un jour, on lit dans un document, quelque chose. Après, on voit le contraire dans un autre document. Il y a d'abord quelques informations, après, il y a des autres informations. On dit oui, on va relancer le Fonds international de la promotion de la culture, mais après, ils disent va être pour un fonds sur la diversité culturelle. Après, non, ce n'est pas pour ce fonds-là, c'est pour le développement culturel. Mais je crois qu'il faut seulement aller sur ces statuts des fonds internationaux de la promotion de la culture. S'il faut les amender, on va les amender. C'est la tâche à nous, c'est le devoir à nous, c'est notre droit en plus. Et on va le faire, on va laisser les passer derrière, bien sûr, et on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec les 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions que tout le monde dit qu'il y a dans quelque part. On a besoin de beaucoup d'apports, de beaucoup de ressources pour nos programmes. On ne l'est pas. Mais il y a quelque part quelques millions qu'on a donnés pour développer la culture ou des programmes culturels et on ne peut pas les toucher. Ça, c'est incroyable. Et je crois que c'est fini déjà de dire le prochain conseil exécutif, la prochaine conférence générale. Il faut. Là-bas, il y a notre chère Erika Kaiser, la conseillère juridique, une femme très sérieuse. Et je sais qu'il va mettre tous ses efforts pour nous aider à trouver un chemin correct, pour résoudre ces problèmes. Et parfois, je pense que c'est vraiment une honte pour tous. Pour nous, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas pu arriver à trouver une solution. Ça, c'est vraiment honteux. Moi, je pense pourquoi nous n'avons pas jusqu'à maintenant, en tant qu'État membre, en tant que pays contributeur, on n'a pas pu faire tout le nécessaire. De notre point de vue, on a travaillé depuis que je suis arrivée ici, et j'ai vu qu'il y avait une pénurie de ressources ici, qu'on avait beaucoup de programmes, qu'on avait besoin de ressources. Et j'ai commencé à chercher où sont les ressources pour la culture. On a un programme très important qui c'est sur l'instrument normatif de la défense des langues. On n'avait même pas $40 000, $50 000 pour ça. Et après, j'ai commencé à voir tous les documents qu'il y avait dans les archives de la délégation et j'ai trouvé que dans un moment donné, le Venezuela a donné $10 millions. Je me suis dit pas possible, où est-ce que sont ces $10 millions? Et c'est pour cela que le Venezuela s'engageait à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pourquoi nous tous, que nous sommes là? C'est pas possible. Il y a toujours des problèmes même pour faire. Aujourd'hui, on n'a pas la traduction simultanée pour faire ces réunions. D'abord, il n'y avait pas même la sonorisation. Même pas la sonorisation. Parce qu'ici, il n'y a pas l'argent. Jamais il y a l'argent. On peut faire une table ronde, il n'y a pas l'argent. Et pour tout notre programme, il n'y a pas l'argent. Et maintenant, on a cet argent-là. Non, je crois qu'il faut dire maintenant à tous les pays. Ici, il y a le Koweït, la France, l'Iran, tous les pays qui sont là, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, la Chine, et tout, l'Nigeria, tous les pays qui sont là, sont pays contributeurs. Ils sont donnés presque $8 millions. On va dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va dire d'une seule fois, on va prendre pas la parole, on va dire, dès maintenant, on va faire un projet de décision pour dire, on donne notre argent, on va relancer les fonds internationaux de la promotion de la culture, et ce sont les programmes qu'on veut les pays membres. C'est tout, Monsieur le Président. Merci. La France a la parole, suivi de l'Iran. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref et je vais essayer, après l'intervention notamment de l'ambassadrice du Venezuela, que j'ai écouté très attentivement et qui a parlé aussi avec son cœur, ce qui est trop rare peut-être dans notre organisation. Je voudrais essayer de voir, au terme de ces échanges que nous avons eus jusqu'à présent, quels sont, il me semble qu'il y a tout de même 2 lignes d'accords entre nous qui apparaissent, et ensuite je vous livrerai ce que, du point de vue de la France, il nous semble souhaitable pour l'avenir. La première, il me semble que le premier accord auquel nous pouvons parvenir, c'est qu'il y a
une nécessité absolue et rapide aujourd'hui d'une refondation. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation qui est, je dirais, incertaine, que nous entretenons finalement depuis plusieurs années par des décisions qui sont repoussées, et donc il nous faut absolument prendre des décisions, clarifier les choses et revitaliser le fonds, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est très juste, c'est une nécessité impérieuse et c'est une nécessité qui aujourd'hui devient urgente. Sur la procédure, je crois que nous sommes d'accord, la directrice générale a insisté et nous la soutenons bien évidemment sur ce point, sur la légalité de la procédure. La centralité de la décision, ça doit être le conseil exécutif. Et le prochain conseil exécutif, il me semble que c'est à ce moment-là que nous devrons travailler. Alors ça n'invalide pas bien sûr les groupes de travail ou les consultations qui peuvent être faites de part et d'autre. Et tous les efforts, toutes les consultations, tous les échanges sont bien sûr utiles. Nous avons une réunion aujourd'hui qui n'est pas une réunion, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, qui n'est pas une réunion formelle. Nous sommes ici pour essayer de voir comment construire ensemble quelque chose. Mais la centralité, bien sûr, de la décision, comme l'indique la conférence générale, c'est bien évidemment le conseil exécutif. Il faudra que nous ayons sans doute un projet de décision au prochain conseil exécutif qui nous permette de donner une ligne d'action très claire pour la prochaine conférence générale d'octobre-novembre 2011. Alors en ce qui concerne le point de vue, je dirais, plus directement de la France. Le fond, on pourrait se poser la question, elle s'est posée, et je voudrais le confirmer ici. Le fond a-t-il aujourd'hui une actualité, une utilité? La réponse de la France, en tout cas, est bien sûr oui. Ce fonds est très utile. Il avait une approche novatrice en 1976, lorsqu'il a été créé. Il a une approche qui est toujours absolument d'actualité aujourd'hui, parce qu'il a le premier, je dirais, articulé ce qui relève de la culture, comme vous l'avez indiqué, de la culture, mais aussi de partenariat avec des secteurs privés, comment articuler la culture et le développement, comment conjuguer la culture et les initiatives privées, etc. C'est une approche qui reste absolument indispensable. Le second point sur lequel je voulais insister, c'est la question du rattachement du fonds ou de son autonomie. Nous, du point de vue de la France, nous sommes attachés à l'autonomie du fonds. Nous pensons que certes, il faut faire jouer des synergies entre les différentes activités qui sont celles de l'UNESCO, mais que ce n'est pas en fondant, pardonnez-moi de ce mot malheureux, en fondant les différents fonds, ou en mélangeant les différents fonds, que, au contraire, que nous serons plus forts. Nous pensons que parfois, jouer sur des synergies, mais avec des outils qui sont autonomes les uns par rapport aux autres, c'est un gage non seulement d'efficacité, mais d'une force décuplée. Et donc c'est notre approche, nous sommes très attachés à l'autonomie de ce fonds. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à la France pour cette proposition opératoire très utile. Et l'Iran a la parole. Merci, Monsieur le Président. Seulement, je voudrais vous remercier vos collègues, surtout Madame l'ambassadrice de Venezuela, qui est une dame de cette lettre d'invitation, qui est l'un moyen de légitimité de cette réunion. Ce qu'on doit dire, je pense qu'on a dit dans la lettre de délai mémoire que certaines questions qui sont posées par nos collègues, je ne voudrais pas répéter. L'Iran, en tant que l'un des pays donateurs majeurs de ce fonds, est pour revitaliser ce fonds, mais il faut clarifier et répondre à certaines questions qu'on a déjà posées dans cette salle de réunion aujourd'hui. Alors, je me résume que nous sommes pour un fonds actif, un fonds transparent, un fonds efficace et un fonds légal. C'est tout. Merci. Merci. Oui, Chili. Merci, Monsieur le Président. Et je vais être très brève parce que je crois que Madame l'ambassadrice du Venezuela et le représentant de la France
ont à peu près dit ce que nous pensons. On a déjà assez discuté et on a défendu le fonds, on a dit qu'il fallait le revitaliser. Et je crois que maintenant c'est le moment d'agir et je crois que le chemin qui a présenté l'Église de la France c'est le bon et que maintenant il faudrait travailler pour mettre quelque chose de concret dedans. Merci. Merci. Le secrétariat souhaite-t-il intervenir après avoir écouté les États membres en attendant que d'autres parlent? Merci, Monsieur l'ambassadeur. I will speak in English. Please do. I am very impressed by all the very impressed by all the comments made by the member states concerning their interest in revitalizing the fund, and we, the Secretariat, will support all efforts necessary, of course, within a legal structure that conforms to the statutes that created the fund. And I think there are certain legal problems that still have to be resolved, but I don't think this is now the place to resolve them. Perhaps we can send a letter in writing to the member states, or this can be discussed at a further point. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Monsieur le directeur. Le Sénégal peut souhaiter intervenir? Oui, le Sénégal, ok. Oui, merci, Monsieur le Président. Le Sénégal souhaite appuyer les déclarations qui ont été faites précédemment par Madame l'ambassadeur du Venezuela et le représentant de France sur la nécessité d'abord d'activer le fonds. Je crois que sur ce plan-là, tout le monde est d'accord, mais aussi sur la nécessité de clarifier son statut et de tout faire, étant donné que Madame la legal advisor est là, de tout faire pour que le fonds reprenne son autonomie. Je pense que c'est un point fondamental. Je vous remercie. Merci, Sénégal. Legal advisor. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry to take the floor again. It is my understanding, and I seem to be corrected by the staff member from my colleague from the culture section, that the fund has always been autonomous. The funds that these member states contributed are held in escrow. They are not commingled with any other funds. They're completely autonomous. They're simply not in use. But I think that the member states should be under no misapprehension as to their complete independence. Is that correct? Thank you, Mr. Chairman. And their administration is under the UNESCO's financial regulations and rules. It's a special account administered under the financial regulations and rules and audited. So no money from that fund couldn't be used for any other purposes for which it was intended. And the Director General has to be very careful about this because she, before Mr. Matsura, has a fiduciary responsibility towards the member states that have contributed to the fund to see that the funds are used for the purposes for which they were intended or the purposes for which the Council determines that they should be intended. Thank you, Mr. Chairman. Oui, merci pour cette question. Mais avant de donner la parole à l'église, je dois dire que certainement il y a, au moins en français, double langage le fonds. Le fonds en tant qu'institution, son autonomie a été sévèrement mise à mal. Le fonds en tant qu'argent, en tant que finance, est autonome, peut-être que l'administration n'a pas touché. Mais le fonds en tant que son autonomie administrative a été sévèrement entamée. Ça, il faut le dire. Bon, je crois que c'est l'Égypte qui a la parole. Merci, Monsieur le Président. Juste, peut-être c'est pas le moment, mais c'est pour mieux comprendre. Et je pense que ça a été posé pour le Conseil exécutif aussi, mais on n'a pas eu une réponse. Et si c'est bien vraiment les colonnes de dépenses de la part de France, c'est bien déterminé.
Et moi, je crois que dans le rapport qui a été communiqué, examiné, il y a eu des dépenses pour le personnel. Ça peut être les représentants du secteur de la culture, par exemple. Il y a eu des dépenses de fonds pour des personnels de secrétariat qui n'ont pas forcément travaillé pour le fonds. Alors, ça c'est le passé, et j'aimerais bien quand même qu'un insiste que ce ne sera pas aujourd'hui dans le futur. Il y a une explication à donner par rapport à ça. Merci. Merci. Y a-t-il la Chine, vous souhaitez parler? Thank you, Mr. Chairman. Well, my French is just minimum. I cannot possibly follow all the conversations here, but I feel that the majority of the member states here and the donor countries, have supported the continuation of this fund, which is essential because the fund, according to my following in recent 2 or 3 years, this fund is a unique fund. Well, its future really works in the complementary with the UNESCO's other 2 instruments, and this one it's focused on the cultural values. I don't understand why in this statute somebody wanted to change this word, change this expression, say the authenticity of the culture and identity and cultural values. So I hope that the future funds will be in cooperation with the other 2, and also can have some new creativity by 2005, the fund still had a very good program, had some kind of impact. I checked from the Chinese internet, and this prize awarded to a Chinese minority ethnic male medicine. I think the fund has, in some way, contributed to the local progress, the local knowledge. So it should be continued, to have its advantage. And over years of experience with the personalities here today who have introduced and told us so much about the fund, the historical significance of the fund. I thank you. Il y a des États qui n'ont pas encore pris la parole. Comme nous désirons avoir tout un florilège de contributions, d'idées, je crois que j'encouragerais les États qui n'ont pas encore pris la parole à la prendre, ne serait-ce que pour dire qu'ils soutiennent ce qui a été dit. Oui, l'Irak. Nous, bien sûr, soutenons tout ce qui a été dit et on soutient les idées de la France, continuer de réactiviser le fonds et continuer à travailler pour la promotion de la culture. Merci. Peut-être quelqu'un s'étonner qu'il y ait pris ce souci de filmer notre réunion. Ça nous incombe, ce n'est pas l'UNESCO qui paye. Et je pense que ça, c'est la concrétion, si vous voulez, la plus claire de cette volonté de transparence qu'on a affirmée dès le début. Et je pense que vous avez très bien compris quel était le sens essentiel de l'appel qu'on a fait aux États membres. Et l'idée d'une synergie entre nos activités, les activités du fonds et d'autres organismes, est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui s'impose. Mais ça n'enlève pas la légitimité de notre existence comme un organisme plus souple, plus flexible, capable d'intervenir au-delà des programmes ordinaires et avec le prestige aussi lié à certains de nos collègues. Mohamed Sanoun, par exemple, que je représente, l'assistant du secrétaire général des Nations Unies, dans des questions très épineuses, la commission pour la convergence, dans des questions comme les Grands Lacs, par exemple. Donc, nous mesurons tout le poids de ces questions, des avantages qu'on a dans
convergence, dans la collaboration, mais en même temps, nous demandons le respect de cette autonomie qui a été vraiment bouleversée et pas d'une seule fois mise à mal le long de ces années. Et je veux remercier clairement notre directeur, M. Kiflet, d'avoir réussi durant ces années où on l'a traité de manière arbitraire et vraiment incompréhensible, d'avoir su maintenir une grande altitude d'esprit dans ses rapports avec le secrétariat et dans tout ce qu'il avait écrit, par exemple, le directeur général. Jamais il ne s'est laissé tenter par les querelles qui sont, vous savez bien, qui sont assez fréquentes chez nous et au niveau du caniveau, qui apparaissent dans les rapports des fonctionnaires avec notre agence. Et donc, je le remercie pour ça. Ça donne encore un gage pour le sérieux, disons, et la sévérité, disons, de son engagement. J'avais un grand professeur qui était le fondateur d'une étude esthétique chez nous, et lors d'une offensive du marxisme déchaîné, on lui a enlevé la chaire de professeur de littérature comparée et d'esthétique. Quelqu'un le rencontre, comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, professeur? Et il dit dignement, j'attends que l'injustice se fatigue. Et nous aussi, je crois qu'il faut attendre que l'injustice se fatigue, mais ne pas attendre passivement, mais avec votre appui, avec les éclaircissements qui s'imposent, et avec cette volonté d'aller de l'avant. Merci. Merci. Bon, est-ce que l'ambassade du Bulgarie, vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Sinon, Thank you for giving me the floor. I wouldn't like for you all to be under the impression that Bulgaria is against the fund and its bright future. No, my point, and I associate myself with all my colleagues that supported the fund, that it should quickly be re-established in a very on a very firm basis, legal basis, which was one of the point with the conversation, your conversation with the director. That's why I asked the question about some problems that may occur in the future and hamper the smooth procedure for the re-establishment, reinvigorating of the fund. That was my only point. So I associate myself with, and here I just in the document in the report of the Director General 184 EX 21, one of the in point 5, one of the reasons of not having done something is of legal nature. This is my only problem, that we should act in a way that should not create mistrust and misunderstanding. So we should continue on a very firm legal basis. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We all agree on that. Yeah, oh yes. Monsieur le Président, je veux bien signaler le prix du Koweït à la vision française, son ordre de fonctionnement du camp, également à la vision de Venezuela. Nous assistons sur l'éthique de ce fonds, et également sur la flexibilité de ce fonds, tout en gardant le cadre juridique de ces activités prospectives. Merci. Merci au Koweït. Je donne la parole au directeur pour 2 minutes et je vais résumer ce que j'ai pu avoir entendu ici pour qu'on puisse lever la séance. Je veux que les choses soient absolument claires, Madame l'ambassadrice du Venezuela. Si aujourd'hui on est ici, si le fonds est encore debout, c'est grâce
à vous, à votre engagement, au nom de tous les États contributeurs. Et quand tout à l'heure vous avez parlé, ça m'est allé tout droit au cœur. Vous levez toute ambiguïté, monsieur l'ambassadeur de Bulgarie, soyez assuré que ni l'autorité de l'actuel directeur général, ni même l'autorité du précédent directeur général n'a jamais été mis en cause par aucune de nos actions, en tout cas par aucun de nos écrits aussi. Par conséquent, la prérogative de la directrice générale sur le débat juridique, absolument confirmée, nous ne voulons que le renforcer et lui donner un moyen d'action pour faire ce qu'elle vous a annoncé à vous les États membres quand vous l'avez élu, c'est-à-dire une synergie entre le privé et le public. Et comme monsieur l'ambassadeur Yahi, en tant que président du Conseil exécutif, comme il vous l'a dit devant la conférence générale, il y a beaucoup de loups et d'hyènes déguisés en agneaux. En ce qui nous concerne, on n'a pas peur des agneaux, mais on n'a pas peur des loups et des hyènes parce que Dieu nous protège. Et Dieu, ce qu'il part, c'est solidarité que le représentant de la France a signalé, c'est-à-dire le maintien en toute transparence de notre autonomie, de notre fondation, pour ce qui est de vouloir s'incruster ici, rassurez-vous, on n'a pas envie de s'incruster, on veut que le fonds, j'y ai consacré 21 années de ma vie, puisse partir pour réaliser les idéaux de l'UNESCO sur des bases qui soient adaptées au monde réel et autour de projets concrets. J'y ai consacré plus d'une vingtaine d'études, je sais donc un petit bout de quoi il tourne. Il est l'instrument le plus adapté à la réalité du monde changeant parce qu'il prend en compte ce qui est au cœur de notre acte constitutif, à savoir que ce n'est pas les accords à caractère politique et économique qui fondent la base d'une paix durable et la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité fondée sur le respect de la diversité culturelle. C'est votre outil, c'est ce qu'a voulu le président de notre conseil d'administration qui a délégué à M. l'ambassadeur Yahi et à M. l'ambassadeur Abouka. C'est ce qu'a voulu également, je tiens à le rappeler, M. Philippe Séguin, quand, au cours des débats qui ont eu lieu sur la situation du secteur de la culture, a insisté que pour l'auditeur externe, à l'avenir, il serait souhaitable de lui donner les moyens de l'audit complet, c'est-à-dire juridique, éthique et esthétique. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de l'attitude du secrétariat parce que j'ai senti une disponibilité à vouloir accompagner cet effort de clarification juridique nécessaire. Ce ne sera pas certainement contre vous, mais avec vous, que ces clarifications se feront. Mais ceci passe, comme l'a dit le représentant de la France, appuyé par tous les autres, que dès aujourd'hui, je laisse le soin de résumer les directives de ce qu'il peut en sortir, il soit clairement compris que nous devons opérer en toute transparence pour que vous ayez, vous les États membres qui avez apporté des contributions, un moment de fierté quand on arrivera au Conseil exécutif avec un projet de décision que vous serez les maîtres à piloter et non pas des États qui n'ont même pas apporté des contributions, qui ont voulu à différents moments vous obliger à prendre des décisions sous prétexte que le délai était dépassé. Alors que vous avez fait tout ce qu'il faut pour que dans les délais, la volonté des pays contributeurs, c'est-à-dire des contribuables de chacun des pays. Il y a là 3 pays africains. Je regrette que Madame l'ambassadrice de Côte d'Ivoire soit partie, parce que dans la situation où se trouve son pays, il n'en demeure pas moins qu'il a été l'un des fermes soutiens de la Côte d'Ivoire au Fonds international pour la promotion de la culture, en apportant des contributions des contribuables des pays respectifs. Et toute notre exigence, et ça je veux le dire sincèrement aux membres du secrétariat, c'est que jusqu'au dernier centime, le devoir des membres du conseil d'administration et du directeur, c'est de montrer que nous sommes transparents. Aidez-nous à être transparents, aidez-nous à respecter la légalité, et on n'est pas là pour vous créer des problèmes, au contraire pour vous apporter des solutions. Y compris, je me le permets de le dire, en cette matière-là sur le plan juridique. Je vous remercie. Merci. Voilà que le résumé que je voulais faire, monsieur le directeur a commencé à le faire, mais c'est tant mieux. Vous allez me mettre un peu ça par écrit. Voilà, donc, je crois retenir les choses suivantes, ensuite de ce qui est bien écrit. Que le fonds a une actualité et une pertinence. Et l'utilité que nous avons fait. Ensuite, que tous les États membres ont insisté pour préserver son autonomie, qu'elle est absolument indispensable.
Ensuite, il faut une refondation rapide pour qu'elle puisse être régénérée. Et ensuite, il faut tout faire en conformité avec les statuts du fonds et de la transparence. Cela me semble résumer ce que nous avons tous voulu ici. Et fort de cela, je vous charge de le faire avant moi-même, de rendre compte de cela à Madame la Présidente. Je vais demander une audience pour lui présenter tout ce qui a été dit ici. Et puisque nous avons mis 10 ans pour voir, je vous promets que nous n'attendrez pas 10 ans. De toute façon, je serai plus président, je vais me dégager au plus tôt possible dès que nous avons rendu compte aux organes de l'UNESCO. Il me ferait fort de reconvoquer une réunion des membres ici présents. Lorsque j'aurai probablement convoqué le conseil d'administration élargi pour leur présenter ce que nous avons dit, ce que les États membres veulent, pour que nous réfléchissions ensemble. Je reverrai ensuite le secrétariat pour qu'on puisse confectionner ensemble, distribuer ensemble un texte qui puisse être présenté à la prochaine session du conseil. Je remercie le secrétariat, vous avez été passé jusqu'au bout, monsieur Laloy et madame Laloy. Donc, je vous remercie. Je remercie les membres du conseil d'administration. Nous allons tout travailler pour le fond. Et nous allons montrer. Merci beaucoup encore pour être venus si nombreux. La séance est